Moi, je m'appelle Leïla Vincent, donc je suis étudiante à l'ECITV et en même temps chargée de communication. Et donc là, nous sommes ici pour traiter le sujet du cyberharcèlement. Qui touche malheureusement et qui a touché en 2021 59% des Français. Et donc, dans un premier temps, du coup, nous allons accueillir Maxime AS qui en a été malheureusement victime. Et donc, on le laissera témoigner à ce sujet. Et donc, dans un deuxième temps, on accueillera du coup Nora Fraisse qui, elle, a créé l'association Marion la main tendue et donc qui nous présentera son projet et son projet d'aide. Alors du coup, Maxime, bonjour. Bonjour. Alors Maxime, vous pour faire un petit récapitulatif, vous avez été victime de cyberharcèlement donc en 2014 par des groupes influents dits racistes et homophobes et plusieurs faux comptes ont été créés à votre nom pour, on va dire, saboter un peu votre vie professionnelle. Alors, racontez-nous un petit peu quel a été l'élément déclencheur de ce déferlement de haine. Oui, alors effectivement, je suis victime et je suis toujours malheureusement victime de cyberharcèlement et ce depuis juillet 2014. Ce qui s'est passé, c'est que en juillet 2014, il y a un compte influent de ce qu'on appelle la fachosphère, donc raciste, enfin pour le coup qui était vraiment néo-nazi assumé, qui a appelé sa communauté à faire une opération, à savoir un raid, donc sur Twitter, et donc de créer un hashtag insultant avec mon nom et mon prénom, histoire que ça monte en top trend et qu'il y ait de plus en plus d'attaques, etc. Donc cette soirée-là, j'ai reçu entre 2000 et 3000 insultes. Alors ça allait évidemment sur mon homosexualité, des insultes sur mon physique, des menaces de mort, des menaces d'agression physique, des menaces de viol, des photomontages, la diffusion de mes informations privées, etc. Et petit à petit, en fait, il y a un groupe qui s'est créé autour de ça, qui suivait le compte de départ, et qui me harcèle depuis maintenant juillet 2014. Et je suis en procédure judiciaire. Et d'ailleurs, mardi, j'ai eu mon premier procès dans ce cadre, dans le cadre de cette affaire. Et le problème de ce cyberharcèlement, comme il est c'est pas c'est un harcèlement qui est évidemment basé sur mon homosexualité, mais qui est aussi un peu politique dans le sens où je combats les idées évidemment extrémistes, puisqu'elles sont pas du tout dans le. C'est des idées qui m'empêchent, si vous voulez, d'avoir accès aux droits comme tout le monde. Et comme je suis militant associatif, j'ai une petite exposition et forcément, ça génère aussi un peu comment dire, de résidus malheureux de type de compte homophobes, racistes, néo-nazis, qui soutiennent Zemmour, qui soutiennent Marine Le Pen. Et donc, en fonction des aléas politiques, en fonction de l'actualité politique, ça fluctue. Et donc là, on est dans une période où ça commence à redevenir assez intense. Mais fort heureusement, là, je vois que mes affaires, enfin, les plaintes que j'ai déposées commencent à arriver, puisqu'il y a eu un premier procès, dont j'ai eu le verdict en juin, et il y en aura sûrement un second cette année, j'espère. Du coup, par rapport à justement la partie juridique, comment est-ce qu'on protège les victimes aujourd'hui de harcèlement en France et quelle peine est encourue pour les harceleurs? Surtout quand parfois les profils peuvent être en anonyme. Comment est-ce que ça se passe au point de vue juridique en France aujourd'hui? Ouais. Alors, il y a deux questions. La première sur comment se protéger. D'un point de vue juridique, en fait, le harcèlement en tant que tel, c'est-à-dire que le mot harcèlement, la loi sur le harcèlement, elle n'existe pas en tant que tel, puisque en fait, c'est ces différents fondements qui caractérisent globalement le harcèlement. Et après, on peut prendre, dans mon cas, il y a une caractérisation homophobe. Donc, il y a des insultes, des injures publiques à caractère homophobe, des diffamations publiques à caractère homophobe, des menaces de mort réitérées, des menaces d'agression physique réitérées, des photomontages, etc. Et donc, toutes ces caractérisations juridiques vont entraîner un contexte de harcèlement qui sera du coup entendu, enfin du coup forcément entendu, j'espère par les juges, qui va renforcer en fait la possible condamnation. Euh, donc d'un point de vue juridique, ce qui se passe, c'est qu'il faut évidemment porter plainte. Il faut évidemment malheureusement avoir un avocat qui soit spécialisé en droit de la presse, parce que là on est sur des écrits, lorsqu'on parle de cyberharcèlement, on est sur des écrits.
en l'occurrence sur des tweets, des posts Facebook, etc. Et tout ce qui est du ressort de l'écrit sur une plateforme fait partie du coup du droit de la presse. Et le droit de la presse, c'est un code pénal à part entière qui s'applique du coup forcément au droit de la presse. Et là, pareil, il y a différentes qualifications, il y a différentes condamnations encourues sur la diffamation, sur la diffamation publique. On est sur une prescription de 1 an qui va jusqu'à 3 ans quand elle est à caractère homophobe ou raciste. Donc vous avez entre 1 an et 3 ans pour porter plainte. Et les peines encourues, pardon, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Mais ça, c'est des peines où on arrive quasiment jamais sur ce degré de condamnation parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème en France sur l'application des peines, pas en tant que application stricto sensu, mais en tant que aller jusqu'au bout du bout de la peine encourue. En général, on va pas au maximum de la peine encourue, on va très rarement au maximum de la peine, de l'amende financière encourue. Donc c'est un petit problème, enfin c'est un gros problème au niveau de la justice française. C'est qu'en général, quand vous portez plainte pour harcèlement, et j'ai des amis qui l'ont fait, au bout de 4 ans, ça a été jugé. Donc déjà, ça prend énormément de temps. Énorme. Non, mais c'est énorme. Moi, ça fait depuis 2015 que j'ai déposé ma première plainte. Et après, il y a eu des plaintes qu'on m'a refusées dans le commissariat parce qu'il faut savoir que les officiers de police n'ont pas le droit de refuser les plaintes, mais le font quand même parce que bon, c'est la police. Mais ça, c'est un autre débat. Et aujourd'hui, j'en suis à bientôt 8 ans de harcèlement avec un premier procès qui est arrivé là mardi. Là, sur ce procès-là, les peines encourues, voilà, c'est sur 10 000 euros d'amende et 2 000 euros d'amende pour le complice. Parce que là, on est sur de la diffamation. On n'est pas sur de la diffamation à caractère homophobe, mais on est juste sur de la diffamation publique. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement encourue pour le coup. Mais sur le cyberharcèlement, on sera clairement sur des peines d'emprisonnement encourues, sachant que l'une de mes harceleuses est une multicondamnée qui est connue des services de police. Donc voilà, donc là, tout ça, ça va s'ajouter. Mais malheureusement, je ne peux pas espérer gagner 10 000 euros si jamais je gagne, parce qu'on sait que ce sera jamais comme ça. C'est pas comme ça que fonctionne la justice française, à l'inverse de la justice américaine, où la justice américaine est compensatoire, et la justice française l'est pas du tout. Elle n'est pas là pour vous faire gagner des sous sur un procès. Elle est là pour essayer de comprendre le préjudice moral et de faire en sorte que déjà, à peu près, les frais d'avocat soient remboursés, ce qui est pas souvent le cas d'ailleurs. Moi, j'ai dépensé à peu près 8 000 euros là, en 5 ans, sachant que la première plainte avec un avocat que que j'ai déposé m'avait coûté 1 800 euros. Enfin, on était monté à 2005 avec les frais de notaire, enfin les frais d'huissier pour faire constater les plaintes, enfin constater les preuves, etc., les tweets. Et moi, j'étais boursier échelon 6 avec 480 euros pour vivre par mois. Donc, c'est très compliqué en France de faire ces droits. Mais voilà, mais bon. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment déposer plainte avec un avocat ou sans avocat. Mais dans ce cas-là, il faut la déposer auprès du procureur de la République. Malheureusement, et c'est terrible de le dire, mais aller en commissariat, rarement ça porte effet parce que soit la personne en face de vous est pas du tout au fait du harcèlement et comprend pas en fait le fondement du problème et va vous dire faut juste déconnecter ou peut-être que vous avez fait un peu trop, et va vous mettre un peu de culpabilité, ce qui est jamais bon. Donc, faut toujours passer par le procureur de la République. Et ensuite, faut relancer, se constituer partie civile, relancer le greffier, relancer le parquet. Une fois que si jamais la plainte est acceptée par le parquet, du coup, il y a une enquête qui est ouverte. Au bout de l'enquête, il y a une mise en examen qui est prononcée par le juge d'instruction. Et ensuite, vous avez un procès. Mais ça peut durer extrêmement longtemps. Que pour l'harceleur finalement, puisque la première peine, c'est le harcèlement, et ensuite, finalement, il y a toute la poursuite juridique qui finalement ne fait pas aujourd'hui, on dirait, son travail de protection des victimes. Ouais, malheureusement, c'est carrément ça. C'est-à-dire qu'en France, le problème du harcèlement, c'est que c'est souvent très complexe parce que de prime abord, quand vous ne connaissez pas la personne, quand vous ne connaissez pas le contexte, ce qu'il en recourt, il est difficile de comprendre les tenants, les aboutissants, qui fait quoi, qui est le coupable, qui est la victime, etc. Après, du coup, ça suppose de s'y pencher, de regarder en détail les éléments, etc., de comprendre en fait le contexte, de comprendre la trame. Et ça prend du temps. Ce qui est aussi compliqué, c'est que malheureusement, la justice en France n'a pas du tout les moyens. Et ça
On a eu une pandémie pour faire comprendre aux Français qu'il y avait de terribles moyens qui n'étaient pas du tout engagés dans la santé. Mais bon, on a eu 100 000 morts, etc. Et je ne sais pas ce qu'il faut aux Français pour leur faire comprendre que la justice est dans un état pire que celui des hôpitaux. C'est-à-dire qu'un procès, même, enfin, un procès pour cyberharcèlement, c'est vraiment entre 3, 4, 5 ans, 6 ans avant que ce soit jugé. Euh, et à la différence, par exemple, d'une agression physique dans la rue, où là, vous faites agresser, vous avez mal sur le cou, vous avez quelques jours d'ITT peut-être, vous allez peut-être avoir un petit trauma. Mais là, comment dire, il y a des caméras de surveillance, il y a peut-être la possibilité de le faire en flagrant délit si la police est à côté, etc. Mais à la différence de ça, c'est que le harcèlement, c'est tous les jours. Et comme c'est invisible dans le sens où on n'a pas de marque sur le visage, on n'a pas de bleu, etc., c'est mental. Et les conséquences sont tout aussi désastreuses puisque l'explosion des suicides liés au harcèlement ne fait que du coup exploser. J'étais sur France 2 avec Faustine Bollaert, avec un papa qui avait perdu sa fille parce qu'elle s'était fait harceler à l'école. Et elle avait 13-14 ans. Et elle s'était suicidée. Et c'est pour ça que moi, maintenant, aujourd'hui, je parle pas forcément de suicide, mais je parle de meurtre parce que quand on cyberharcèle des personnes ou quand on harcèle des personnes, que ce soit à l'école ou autre, euh, on est en 2022, on sait que le cyberharcèlement a des conséquences, on sait que le harcèlement a des conséquences. Et quand on continue de harceler quelqu'un, en fait, on veut sa mort, qu'elle soit une mort sociale, professionnelle ou stricto sensu. Donc là pour le coup, je parle de mort. Je parle de meurtre. Après, bon, c'est pas la qualification juridique telle qu'on la Comment c'est connaît, pas. mais voilà, mais il faut prendre conscience que quand on harcèle quelqu'un, on sait qu'à la fin, c'est souvent le suicide qui peut arriver. Cas, si ce n'est pas le suicide, ça laisse des séquelles à vie, finalement. Ça, ça peut laisser des séquelles à vie. Il y a des personnes qui peuvent tomber en dépression et jamais en ressortir, parce que la dépression étant une maladie extrêmement complexe aussi. Il y a des personnes qui peuvent s'en sortir aussi. Donc faut pas le nier non plus, mais voilà, c'est pas forcément la réalité de tout à chacun, de savoir gérer le cyberharcèlement, de savoir gérer le harcèlement, et de savoir bien être entouré, de savoir qu'il faut vraiment aller voir un psychiatre, un psychothérapeute. Et en fait, je pense que ce qui guérit le plus les victimes de harcèlement, c'est quand la justice arrive. Le problème, c'est qu'elle arrive assez rarement ou très très tard. Très très Justement, tardivement. justement, par rapport au suivi psychologique, comment est-ce que vous avez pu gérer un petit peu toute cette haine? Comment est-ce que vous vous êtes fait, est-ce que vous vous êtes fait suivre déjà? Est-ce que vous êtes toujours suivi, si c'est le cas? Comment est-ce que vous avez géré ces événements? Ouais, alors moi, je suis suivi par un psychiatre et un psychothérapeute. Si du coup, je suis sous traitement médicamenteux parce que forcément, quand tu subis du harcèlement avec une telle violence pendant aussi longtemps, enfin, moi, je suis tombé en dépression et j'ai besoin d'un traitement malheureusement médicamenteux pour faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Alors après, le traitement fonctionne et la thérapie fonctionne, mais ça va de pair avec la justice parce que sans justice, je pourrais pas continuer juste à me faire suivre thérapie, payer, parce qu'en fait, alors maintenant, les psychothérapeutes peuvent être remboursés par la Sécu, mais c'était pas le cas avant. Donc voilà, là aussi, c'est des frais, faut avoir un petit peu les moyens, parce que c'est pas gratuit. On a l'impression que la santé en France, elle est majoritairement gratuite, c'est vrai, mais sur la psychiatrie, on est très, très en retard. Donc il y a des CMP qui existent, des centres médicaux psychologiques, qui sont l'équivalent, si vous voulez, de la Sécu au niveau psychiatrique. Mais voilà, donc oui, je suis suivi, heureusement, mais maintenant, il faut que la justice suive derrière, absolument. Et alors, vous êtes exposé donc sur les réseaux sociaux. Est-ce que des gens viennent vous voir pour témoigner aussi de harcèlement qu'ils peuvent subir? Est-ce que les paroles, les langues se délient sur ce sujet? Ouais, alors effectivement, comme je suis relativement suivi, j'ai pas un gros compte, mais j'ai à peu près 12 000 followers, et comme je suis sur une thématique propre au LGBTophobie, puisque je suis porte-parole chez Stop Homophobie, forcément, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles se sont fait agresser de manière homophobe, LGBTophobe, ou elles ont des problèmes avec à cause de personnes contre leur identité de genre ou autre. Mais au-delà de ça, comme je parle et je communique énormément sur le cyberharcèlement, puisque j'en suis victime et que j'essaye aussi d'apporter un peu d'éléments de contexte déjà pour, être soutenu, parce que ça sert énormément d'être soutenu, de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans, et de deux, de montrer quelles sont les étapes, aussi un peu de pointer du doigt, clairement, les défauts de la justice, les défauts de la police, les défauts de Twitter, en l'occurrence, parce que c'est sur Twitter,
mais les défauts des plateformes à modérer correctement, parce qu'en fait, elles ne veulent pas modérer correctement, sinon elles mettraient les moyens financiers, techniques et humains. Et aujourd'hui, c'est pas le cas en France. On n'a pas de centre de modération français, par exemple. C'est-à-dire que lorsque votre tweet est transmis à un centre de modération, c'est pas un centre qui est en France ni en Europe. C'est un centre qui est en général en Asie, qui est revu, lu par quelqu'un, quand il est lu et revu par quelqu'un qui est francophile, mais qui n'est pas forcément francophone. Et derrière, c'est tout. Enfin, après, on pourra divaguer là-dessus sur le type de métier que c'est. À mon avis, je pense que c'est des métiers très, très horribles parce qu'on est face vraiment au pire de ce qui se fait, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais voilà, donc il n'y a pas de modération. Donc c'est aussi pour pointer du doigt tout ça que je communique là-dessus. Et aussi pour montrer aux personnes qui sont aussi cyberharcelées qu'on peut relativement s'en sortir, qu'il y a des choses qui existent, qu'on n'est pas seul, et qu'il y a des mécanismes à avoir pour se protéger, à savoir juste le basique, savoir sécuriser ses comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Avoir des mécanismes de prudence sur avec qui on interagit, est-ce qu'on est sûr qu'on interagit avec une bonne personne, ou c'est pas plutôt quelqu'un qui essaie de vous soutirer des infos et ensuite pour mieux vous attaquer derrière. Après, il faut distinguer les choses entre, c'est ce que j'essaie de raconter aussi, c'est que il y a malheureusement, quand on est cyberharcelé comme ça, c'est qu'il y a un peu de paranoïa et d'hypervigilance qui se mettent en place, qui fait que vous êtes prudent et vous êtes toujours sur la défensive. Ça, c'est des choses à travailler, mais c'est aussi un peu peser le pour et le contre. Mais oui, j'ai des personnes qui me contactent, qui me demandent de l'aide sur leur cyberharcèlement, et malheureusement, j'ai de plus en plus de personnes jeunes qui me contactent. Alors, ça va vraiment de 13, 12 ans, ou enfin des papas et des mamans qui me contactent soit sur Twitter, soit sur Insta, parce que leur gamin est victime de harcèlement et ils savent pas trop comment faire parce que le policier a refusé de prendre la plainte parce que c'était lié à Insta et que du coup il connaît pas Insta. Enfin, c'est des choses complètement lunaires quand on est en 2022, mais qui sont tout à fait réalistes malheureusement dans l'institution publique. Et du coup, j'essaie de les orienter sur le droit, sur les avocats aussi, et les process à suivre pour espérer en fait d'avoir une issue judiciaire correcte. Bien. Écoutez, c'est déjà une, une avancée en termes pour les personnes qui sont harcelées, cette dynamique d'aider les autres. C'est vraiment, je dirais, un premier pas, peut-être, pour après que la justice puisse adapter aussi ses lois avec donc le digital. En tout cas, Maxime, merci pour votre témoignage. Est-ce que un dernier mot, est-ce que vous auriez un lien de vos réseaux où est-ce qu'on pourrait partager? Oui, bah c'est Maxime Ace, c'est mon nom et mon prénom, tout attaché, que ce soit sur Twitter ou sur Insta. Maës, pour votre témoignage et votre intervention. Alors, restez juste avec nous. Alors, est-ce que Nora Fraisse est avec nous? Oui. Bonjour Nora. Bonjour, merci. Bonjour. Je suis pas à vous rejoindre, mais salut. Très bien, super. Alors, donc juste avant, on avait parlé donc de Maxime AS qui a fait son témoignage où il a été victime, où il est encore malheureusement victime de cyberharcèlement. Donc Nora, vous avez créé donc votre association Marion La Main Tendue, une association donc qui porte le prénom de votre fille Marion, qui a été victime de harcèlement à l'école donc à 13 ans et qui à la suite de tout cet acharnement subi donc a mis fin à ses jours. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à la suite de cet événement tragique. Donc Marion, 13 ans pour toujours. Donc vous l'avez écrit en 2014 et donc il a été adapté en 2016 au cinéma par Bourlem Guerdjou. Alors Nora, quelques questions. Déjà, comment aidez-vous les victimes qui contactent votre association aujourd'hui? Alors nous, au moment où je vous parle, on est dans une structure qui s'appelle la Maison Marion, qui est autour de, je ne sais pas si on m'entend bien, qui est autour de 5 pôles et qui permet justement d'accueillir non pas seulement les personnes victimes, mais les fratries, les familles dans son ensemble, tous les proches, parce que le harcèlement, écoutez, c'est un tsunami dans une famille. On prend en charge également les agresseurs dans le cadre de conventionnement avec des établissements.
parce qu'il y a aussi des agresseurs qui sont d'anciennes personnes victimes. Et le but, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent des ambassadeurs et qu'ils retournent dans l'établissement avec la volonté de lutter contre le harcèlement et de ne pas reproduire ces faits d'agression. Donc voilà, un soutien thérapeutique gratuit. Voilà, on va chercher des subventions, on développe des ateliers pour les prendre en charge. On a créé 2 groupes de parole, un qui s'appelle Parenthèse, qui a lieu une fois par mois. On va peut-être essayer d'augmenter la cadence parce qu'il y a beaucoup de demandes. En fait, ce sont beaucoup de proches, de parents, de grands-parents qui nous ont dit « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'en parler, je n'ai rien vu, on ne m'a rien dit », mais forcément, puisque les enfants ne disent rien, même les adultes, ils ont peur par des représailles, ils culpabilisent. Donc, ce sont des groupes de parole qui ont lieu à la fois en présentiel ici à la Maison de Marion à Orsay, on en a une autre à Paris. On va en ouvrir sans doute, enfin pas sans doute, on va ouvrir bientôt à Metz. Enfin, le but, c'est d'en ouvrir dans toute la France. Et en présentiel et en distanciel. Et on a un autre groupe de parole qui s'appelle Résolution. C'est un jeu de mots, hein, créer du réseau et prendre la résolution d'aller mieux. Là, ce sont des personnes victimes ou des témoins qui ont été touchés par ce phénomène dans leur chair, dans leur cœur, et qui ont besoin de parler avec d'autres parce que le harcèlement, il laisse des traces à vie. Dans notre baromètre sur la santé mentale, on en parle. Ça a des conséquences à moyen et long terme. Comme le disait Maxime auparavant, c'est pas parce qu'on est sorti de la spirale du harcèlement que ça ne laisse pas des traces. La santé mentale est fortement affectée, les conduites suicidaires sont plus élevées, les relations au travail, et voilà, tout est affecté. On a beaucoup de bénévoles, on a 26 bénévoles et la plupart sont des jeunes, je parle au-delà du conseil d'administration. Les 70 à 80% sont des anciennes personnes victimes et qui ont besoin d'accompagner et de devenir des rôles modèles aussi, mais ont des difficultés parfois à prendre la parole en public, à s'inscrire dans la durée dans une relation amicale ou de couple. Donc voilà ce qu'on essaye de faire dans le pôle thérapeutique, et puis on forme toute la communauté éducative, et on a créé une assurance qui s'appelle Colibri pour aider justement à la prise en charge des conséquences de 3 ans et post-bac. Et puis là, l'application qu'on a sortie hier qui s'appelle Colibri App pour développer les compétences psychosociales, parce qu'on sait que ça se transmet et quand on y travaille dès le plus jeune âge, on peut aider à ne pas entrer dans la spirale du harcèlement en tant qu'agresseur et trouver aussi des moyens, des ressources personnelles pour se défendre de cette meute, mais c'est assez compliqué. Donc, ça s'appelle Colibri App. C'est gratuit, c'est depuis hier sur les App Store et Play Store. Mais c'est une application miroir, c'est-à-dire qu'en fait, un peu une application d'e-parentalité aussi. L'enfant va s'inscrire avec son parent et va donner sa météo des émotions. Voilà. Donc des liens qu'on retrouvera également dans le chat de notre live. Autre question, donc vous intervenez aussi dans les écoles personnellement. Oui. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous prévenez dans les écoles, quel discours vous abordez, tout en sachant qu'on peut trouver aussi dans la même classe les potentiels harceleurs? En fait, c'est très simple. J'ai un problème parce que c'est pas mon bureau, c'est le bureau de mon assistante, donc je ne connais pas cette caméra. Oui, alors nous, la particularité, vous disiez que j'avais écrit un livre qui s'appelait Marion 13 ans pour toujours, qui a fait l'objet d'une adaptation en téléfilm, mais qui fait aussi l'objet de rencontres, de ciné-débats avec les élèves. Il y a encore quelques temps, on était, il y a 15 jours, 3 semaines, dans la salle des fêtes de la mairie du 13e arrondissement pour faire des ciné-débats avec des collégiens. On a fait 600 élèves en 2 jours. Donc, c'est un outil pédagogique, par exemple, pour répondre à votre question. On libère la parole. Marion 13 ans pour toujours vient de faire aussi l'objet d'une adaptation au théâtre Les Déchargeurs. On est coproducteur et c'est une initiative que je voulais mettre en œuvre pour libérer la parole, pour aider justement à travers le théâtre à trouver sa place, à exister. Et c'est associé à des ateliers pédagogiques, des ateliers de théâtre in situ. Donc, voilà comment on agit. Moi, j'ai créé des ateliers dès l'âge de 5 ans en maternelle autour de ce qu'on appelle l'hémopathie, de la gestion des émotions à l'empathie à travers un livre qui s'appelle Machine, qui a été écrit par une professeure des écoles. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder un documentaire qui s'appelle À Bonne École, qui était sur Canal+ Kids et qui essaye de recenser à peu près les bonnes initiatives dans la lutte contre le harcèlement. Et on voit cet atelier que je fais avec les enfants sur la gestion des émotions. Après, je ne suis pas la seule à intervenir parce que je suis déléguée générale et on a à peu près 10 000 bénéficiaires par an. On a presque 280 demandes d'intervention dans les établissements scolaires. On ne peut pas tout faire.
Voilà, ce sont des ateliers d'1 heure et demie en moyenne, de la grande section à post-bac. On fait des webinaires pour les entreprises. On forme, moi je forme à titre personnel, comme je suis membre du comité d'experts et que j'ai participé au programme national de lutte contre le harcèlement. Les étudiants qui vont devenir professeurs des écoles, CPE. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Formation de la gendarmerie. On travaille sur les volets de délinquance, de RICS, recueil de la parole, intervention en milieu scolaire. Voilà, vous pouvez voir tout ça. Là, aujourd'hui, je suis avec vous. Je développe des produits, on reçoit des gens, mais en fait, il faut avoir une approche globale et systémique. Moi, mon credo, c'est la prévention et la prévention. Je veux éviter les démarrages de feu. Je veux pas livrer des extincteurs, mais parfois, il faut le faire. Et on prend en charge, alors je ne sais pas s'il y a des gens plus que 18 ans ou 20 ans, j'imagine, on prend en charge aussi des adultes, parce que ce n'est pas parce qu'on a quitté le milieu scolaire qu'on n'est pas affecté par ce phénomène-là. Et puis au post-bac, on travaille avec l'école Ferrandi, on a fait des ateliers avec Epitech, on travaille avec des grandes écoles, parce que ce phénomène, il perdure. C'est plutôt des violences psychologiques, c'est des agressions sexuelles, c'est LGBTQ-phobie, c'est tout ça. Et en fait, c'est comment on appartient à un groupe, quelle est ma place dans la société. C'est même pas vivre ensemble, c'est faire ensemble. Du coup, à travers vos associations, pas repérer une tranche d'âge particulièrement touchée par ce phénomène? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez le temps, sur notre site internet, on a mis à disposition le baromètre national du harcèlement entre pairs. Nous, on aime à dire qu'on est existentialiste, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on écoute ce qu'il nous dit, on a des intuitions et on le fait valider dans le pôle recherche par des études qualitatives et quantitatives. Et ce baromètre de 2021 a été réalisé auprès des Français de 15 ans et plus, et une enquête miroir auprès des enseignants pour parler du phénomène et de voir où était ce harcèlement. Eh bien, écoutez, le harcèlement, il n'est pas raciste. Il est partout, il est sur tous les territoires. Donc, il y a un beau jeune homme là derrière moi. Là. Hop, on va le fermer. Et du coup, il est partout. Il est malheureusement sur tous les territoires, auprès de tous les âges. Après, c'est les formes de violence qui changent. Le harcèlement, vous le lirez, est quand même très genré. Les garçons, c'est beaucoup les coups, la bagarre, ce qui fait que pour essayer de développer l'empathie et de les amener à ne pas entrer dans cette spirale, et on va travailler beaucoup sur les violences physiques. La bagarre, les raquettes, etc. C'est quelque chose qui est institué et on le voit même parce que nous on travaille sur le bâti, l'architecture scolaire, les abords des écoles. C'est assez genré, ça chez les garçons. Les filles, c'est beaucoup plus des violences psychologiques, des chips, des regards, des vengeances pornographiques. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus. Et donc en travaillant sur l'égalité filles-garçons, sur le genre, on travaille aussi à la limitation du développement de ce type d'agression. Par exemple, le revenge porn, on pense donc la vengeance pornographique. On pense souvent que ce sont des garçons qui se vengent et qui diffusent des photos à caractère sexuel ou des vidéos dans le but d'humilier, mais ce sont aussi beaucoup de filles, malheureusement, qui sont jalouses de la jeune fille, qui veulent se venger. Donc, il faut qu'on travaille sur l'empathie. Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qui m'amène à vouloir humilier, intimider quelqu'un au point de le pousser au suicide et travailler sur les témoins, parce qu'en fait, le harcèlement, c'est un phénomène triangulaire. Vous avez les personnes cibles, je dis bien cibles, parce qu'elles sont la cible d'agressions multiples, répétées. Vous avez les agresseurs, il n'y a pas un agresseur, il y a une meute et il y a des suiveurs, donc il faut travailler sur les suiveurs. Parfois, ce sont des témoins passifs, mais souvent, ce sont des témoins actifs ou complices qui eux-mêmes ont peur des représailles, qui parfois, moi je prends souvent l'exemple du racketteur racketté. Et puis, appartenir à un groupe, c'est plus important parce qu'il n'y a rien de pire que d'être seul. C'est ce que j'essaye de raconter dans la BD Camélia. Et le reste, ce sont les témoins, et c'est les 2/3, voire les 3/4 du groupe. Donc, c'est avec eux qu'on travaille. Et dans le programme phare national, c'est notamment la formation des élèves ambassadeurs. Voilà ce qu'on fait en milieu scolaire, formation des élèves ambassadeurs. Au moment où je vous parle, des équipes sont sur le terrain dans le 77 auprès des collégiens. On était cette semaine en train de former des équipes pédagogiques. Il faut agir dès le plus jeune âge. Vous savez, malheureusement, quand on est au collège, les choses sont bien instituées. Ça commence par les mises à l'écart, le fait de ne pas être invité aux anniversaires, les moqueries, les chamailleries, cette répétition, ne jamais dire à un enfant « ça va passer, c'est peut-être de ta faute, trouve-toi des amis ». Il faut travailler sur vraiment les agresseurs. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision à Marion la main tendue de dire
On n'arrivera pas à éradiquer ce phénomène si on ne prend pas aussi en charge ces suiveurs qui ont besoin d'être accompagnés, notamment dans le pôle thérapeutique. On a des ateliers d'art-thérapie, de photolangage. Tellement de choses. Justement, vous faites énormément d'actions de prévention, mais là, par rapport à l'histoire de Maxime, où on peut voir des personnes qui peuvent être majeures, dans l'histoire de Marion, étant donné que c'était des personnes mineures, en termes juridiques, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on est plus souple? La justice est-elle plus souple avec des harceleurs mineurs? Écoutez, moi, j'ai un problème en France sur ce sujet-là par rapport à la pénalisation. Je le dis, hein, pas que, pour moi, c'est un aveu d'échec quand on vient apporter plainte, si vous voulez. D'abord, c'est souvent classé sans suite. Et puis, si on vient apporter plainte, c'est que ce sont des faits graves qui ont été commis. Vous voyez? Donc, ça veut dire que toute la société c'est un aveu d'échec de toute la société et de l'éducation. Je n'ai pas envie que des personnes viennent porter plainte pour des coups et blessures, pour des viols, pour des violences conjugales 3.0. Hier, on avait le procès d'Alisha, vous voyez, victime quand même d'un guet-apens qui a eu le courage quand même à 14 ans de vouloir porter plainte, qui a attendu près de 4 heures au commissariat, qui a dit à sa maman, demain j'ai cours, on va rentrer. Donc c'est un aveu d'échec, la pénalisation. Il y a un cadre, c'est le cadre réglementaire, il ne faut pas l'oublier. Dans chaque établissement, il y a la loi de l'établissement, on vous fait signer ça dans votre carnet de correspondance. Donc il faut commencer déjà par appliquer la loi, il ne faut pas minimiser les faits. On a beaucoup de lois. On a la loi du 4 août 2014, on a la loi de la confiance, on a la loi de la refondation de l'école en 2013, on a la loi du 3 août 2018 sur le cyberharcèlement en meute, enfin, on a la loi anti-haine de Laetitia Avia, on a la dernière loi du délit de harcèlement scolaire de Erwan Balanan. Ça veut dire que vous pouvez multiplier les lois, vous pouvez en faire même 2000, hein, c'est pas le sujet, créer un code pénal dédié à ça. À partir du moment où vous ne travaillez pas dès la socialisation, dès que vous ne travaillez pas sur le faire ensemble, si vous ne travaillez pas sur les discriminations, sur le rejet de la différence, sur le racisme, sur l'ostracisme, sur la LGBTQ-phobie, sur l'altérité, l'humanisme, alors vous pouvez faire toutes les lois du monde, vous n'empêcherez pas malheureusement les féminicides, les homicides, vous voyez, s'il suffisait d'interdire. Mais d'un autre côté, maintenant, on sait que c'est interdit. Marion, c'était en 2013. Et donc, quand c'est pas interdit, je dis souvent aux enfants, c'est que c'est autorisé. Donc, il faut poser un interdit fort dès le plus jeune âge et accompagner aussi les parents d'agresseurs. C'est pas une bonne nouvelle d'apprendre que son enfant, il a fait du mal à un autre, hein, ne le croyez pas. Hein. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la parentalité, l'hyparentalité, Colibriap qu'on a voulu développer avec la météo des émotions. Moi, je ne sais pas l'enfant qui va la télécharger avec son parent. Le parent, il va se dire, bah voilà, si tu es partant du principe que tu peux être témoin dans la spirale du harcèlement, je ne veux pas que tu sois une personne cible, mais je ne pourrais pas empêcher. Surtout, je ne veux pas que tu sois un agresseur. Je voudrais te donner des ressources pour t'en sortir. Bah, peut-être que vous allez avoir un smiley rouge tous les jours. Et bah, c'est un signal que vous donne votre enfant. C'est ce qu'on appelle la détection des signaux faibles, qu'il ne va pas bien. Donc, c'est le début pour pouvoir discuter avec lui, développer des maraudes numériques. Et voilà, la loi. Moi, mon avocat m'avait dit pour Marion, et je l'ai retenu, Maxime l'a dit aussi, à sa façon, tant qu'on n'a pas d'avis à victime, on ne peut pas s'en sortir. Donc, la première chose qu'on dit à un enfant, je te crois. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est du harcèlement. En tout cas, je crois en toi et je comprends ta souffrance et je vais m'en occuper. Et je vais m'en préoccuper. Et c'est une préoccupation qui est globale, de la famille, des enfants. Et je tiens à le dire, s'il y a des gens qui ont envie d'être, qui nous appellent, c'est gratuit. Et on prend en charge les fratries. Parce que dans Marion, 13 ans pour toujours, à la fin, je disais peut-être d'une manière un peu prédictive, l'histoire personnelle peut naître l'universel et qu'il faut faire attention à l'enfant qui ne dit rien, mais qui souvent ne va pas bien. Parce que vous pouvez être dans une famille où vous avez un frère ou une soeur malade ou handicapé ou harcelé, ben, ça a des conséquences aussi sur vous, il ne faut pas l'oublier. Je vous invite à regarder un film dont on est partenaire qui s'appelle Un Monde. C'est à hauteur d'enfant, c'est un film belge, pardon. Et c'est Abel et Nora donc, qui arrivent dans une école et vous allez voir la spirale du harcèlement qui se met en place. Et c'est la vision de la sœur, donc Nora, qui est témoin et qui ne sait pas comment agir et réagir. Où ça se passe, comment ça se passe, qui contacter, le silence autour de ça, la peur, la honte.
Mais vous savez, tout ce qu'on se dit là, chez les adultes victimes de violences conjugales, d'emprise, de relations toxiques, c'est le début de l'histoire, c'est dès le plus jeune âge. Et je crois que si on veut éradiquer même la violence, moi je suis quelqu'un d'hyper positive, si on veut éradiquer à terme la violence et les conduites délictuelles, même dans nos rues, dans nos couples, au travail, commençons par ça. Merci pour votre intervention. Alors, ne nous quittez pas tout de suite. On va passer à la partie questions-réponses, puisque sur notre live, quelques personnes souhaiteront sans doute vous poser quelques questions. On arrive tout de suite. Alors, la tablette, hop, des questions. Alors, on a plusieurs commentaires donc sur le live. Alors, on a une question de Florizard 7845 qui dit « Comment peut-on expliquer qu'il y a encore des écoles où les enseignants intervenants n'aident et ne croient pas forcément les enfants ?» Qui répond? Vous voulez que je réponde? Tu peux y aller, Nora. Merci Maxime. En fait, si vous lisez le baromètre, et comme on a affaire à des étudiants et qui vont s'ennuyer ce week-end, il pleut, etc., qu'ils n'hésitent pas à regarder, c'est qu'en fait, on a fait une enquête auprès, je vous ai dit, des Français et des enseignants. Et les enseignants disaient que le phénomène de harcèlement entre pairs était un phénomène majeur à hauteur de 83%, alors que les Français, les enseignants sont français, mais juste hors enseignants, 93%. Donc, on avait 10% de différence. Donc, 83% disent que c'est un phénomène d'ampleur. 29% disent dans leur établissement. Ça veut dire que pour les enseignants, 2/3 pensent, oui, imagine que ça n'existe pas dans leur établissement. Donc, déjà, imaginez que ça n'existe pas, ça ne vous rend pas vigilant. Donc, et ils répondent, et de manière assez, comme c'est un questionnaire qu'on a créé, il n'y a pas de tabou. Ils disent, on est démunis, on a besoin d'aide, et c'est pour ça que nous, on a milité avec Marion La Main Tendue, la formation des enseignants. C'est pour ça qu'on a formé des enseignants à l'INSPE de Créteil et l'INSPE de Paris, et qu'on forme dans toutes les écoles privées, publiques. Ils ont besoin d'aide. Il y a la formation continue, par exemple, le programme phare auquel j'ai participé en expérimentation, participe à la formation. Qu'est-ce que disaient les enseignants? On est en formation continue, on n'a pas le temps, ce qui est vrai. Les enseignants en France, ils sont formés sur ce qu'on appelle le disciplinaire. Je vais vous apprendre à apprendre l'anglais. Je vais vous apprendre à apprendre à compter. Je vais vous apprendre à parler français et écrire français. Mais je ne vais pas vous apprendre le savoir-être, le savoir-faire, le faire ensemble, les compétences psychosociales, le non-disciplinaire, le savoir-être. Et c'est ça qu'on a essayé de développer dans nos ateliers. Et donc, voilà pourquoi il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais moi, par exemple, si je ne suis pas formée à la détection, je ne sais pas moi, des risques psychosociaux ou des risques écologiques, ben voilà, ça fait partie. En fait, c'est la prévention qui change tout. Vous savez, nos enfants, moi, je suis très âgée par rapport à vous. Ben, à mon époque, on pouvait jeter des papiers par terre, il n'y avait pas de poubelle, c'était pas grave. Aujourd'hui, poubelle jaune, poubelle verte, poubelle. Nos enfants, ils sont éco-délégués. Voilà pourquoi. Et je peux vous assurer qu'on se bat tous les jours, on refuse, et au comité d'experts, toutes et tous, de minimiser. Il n'y a pas de c'est une chamaillerie, c'est une moquerie. C'est une personne cible de cette moquerie, d'ostracisme, ça la fait souffrir, on dit non. Et un tabou à lever à terme aussi, c'est parfois des enseignants qui, en minimisant, participent au harcèlement. C'est-à-dire que ne rien dire, ne pas interdire, c'est autoriser à acquiescer. Donc, pour la personne cible, elle se dit, bah, tu vois, le prof, il réagit même pas, ça veut dire que quelque part, il est d'accord. Dans l'imaginaire de la personne, si vous êtes agressé dans un bus et que personne ne réagit, vous dites, bah, je l'ai bien mérité. Si vous hurlez alors que votre conjoint vous tape ou vous êtes un enfant maltraité, vous voyez, enfin, Maxime le dira sans doute mieux que moi, mais et puis, un enseignant, c'est d'abord un humain. Et moi, bon, après, moi, j'interviens tout le temps. Donc, le problème, c'est que je suis en voiture banalisée H24. Mais je me dis toujours, et si c'était moi cet enfant harcelé, si c'était moi cette femme battue, si c'était moi, je voudrais juste qu'on me tende la main, quoi.
Donc, vous dites juste stop. C'est pas dur de dire stop, quoi. Ou de s'asseoir à côté de quelqu'un pour pas le laisser seul. Mais Maxime, tu diras les choses mieux que moi avec ta propre histoire. Maxime. Non, mais je suis 100% d'accord avec ce que dit Nora. Je pense que y a rien d'autre à compléter là-dessus, si ce n'est de dire que effectivement le premier pas à faire, c'est comme elle l'a très bien dit, c'est de comprendre le harcèlement, mais au-delà de ça, de dire oui, tu es victime et on va voir ça ensemble, mais de reconnaître le statut de victime de quelque chose. Et pas de dire oui, mais tu vois, t'es sur les réseaux sociaux, donc déconnecte. Oui, mais tu vois, c'est la même rhétorique de la jupe courte, hein. C'est une rhétorique dégueulasse, on va le dire que franchement. C'est exactement pareil pour le cyberharcèlement, c'est-à-dire c'est vraiment de dire oui, tu es victime, point. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de oui, mais tu vois, t'es quand même très anti-FN, oui, mais tu vois, non. C'est vraiment de dire oui, tu es victime, je le comprends, je le vois. C'est vraiment de le voir, déjà de le voir, de savoir qu'on n'est pas seul, parce que les autres le voient, ça donne beaucoup, beaucoup de soutien. Surtout quand il n'y en a pas à côté d'un point de vue juridique, etc. Ouais, je n'ai pas d'autre chose à apporter avec ce qu'a dit Nora, je suis tout à fait d'accord. Merci. Très bien. En tout cas, merci Maxime et Nora d'avoir participé à notre live et à la Cité du Digital. Merci pour votre intervention et votre transparence. On mettra tous les liens dans le live pour que tout le monde puisse avoir accès à vos différentes plateformes. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt.